Nouvelle vidéo, un peu spéciale, un peu fourre-tout, où je vais vous parler de plein de films qui partagent une particularité, puisqu'ils ont tous imaginé un futur qui n'est plus le futur aujourd'hui. Exemple, Blade Runner qui se déroule en 2019. Et justement, on va voir ensemble si le futur de tous ces films est toujours aussi pertinent, ou si on est encore dans de la pure fantasy. Mais avant ça, laissez-moi vous parler du partenaire de cette vidéo, Raid Shadow Legends. Parce que oui, ça vaut encore le coup de le télécharger aujourd'hui, et je vais vous expliquer pourquoi. Ce que j'aime avec ce jeu, c'est qu'il offre plusieurs façons de jouer en fonction de votre niveau. Vous pouvez progresser rapidement grâce à la tonne de boss disponibles, que vous pouvez affronter en ligne ou non, en facile ou en difficile, le tout à travers des campagnes de qualité, une communauté dynamique, un jeu magnifique visuellement avec des graphismes AAA, et la possibilité de jouer sur mobile, ça vous le savez, mais aussi sur PC. Le jeu est très intuitif pour les nouveaux joueurs. Vous allez avoir des explications détaillées, vous allez pouvoir choisir votre premier champion. Perso, j'ai pris Galek parce que j'aime bien sa bouille. Puis c'est cool parce que le jeu offre vraiment un récit intéressant. Franchement, je me suis laissé prendre par l'histoire. Mais c'est un vrai avantage de démarrer le jeu maintenant, et surtout grâce à moi. Alors déjà, Raid Shadow Legends s'apprête à lancer un crossover avec une franchise de dingue, mais je peux pas vous en dire plus. Et surtout parce que grâce à moi, vous allez pouvoir commencer le jeu avec 2 héros épiques et un héros légendaire connu sous le nom d'Ultime Chevalier de la Mort. J'invente rien. Le perso est cheaté parce qu'il encaisse les coups pour votre équipe, il les soigne également, et il met des coups de pression aux autres ennemis légendaires. Puis regardez-moi ce look de premier de la classe, franchement. Alors attention, parce que pour les nouveaux joueurs, vous allez avoir Tagoar et Tyrell au niveau 15 en téléchargeant le jeu via le lien en description, mais également 300 000 pièces d'argent, une recharge d'énergie, 10 potions magiques, et un bonus d'XP par jour. Et tout ça c'est gratuit bien entendu. Et pour l'ultime chevalier de la mort, ce Gus là, c'est avec le code qui s'affiche ici, et c'est jusqu'au 31 mars 2026. Évidemment on n'oublie pas les joueurs déjà établis, puisqu'avec le code vous aurez également le droit à de jolies surprises. Du coup voilà, rendez-vous en description, téléchargez le jeu, et amusez-vous tout simplement. À une époque qui commence à être lointaine, le cinéma a très souvent voulu nous montrer ce que pourrait être le 21e siècle. Très industrialisé durant l'âge d'or, fasciné par la conquête de l'espace et les extraterrestres dans les années 50 et 60, dystopique et pessimiste dans les années 70, cyberpunk dans les années 80, sans oublier tout ce fantasme autour d'internet et de ce nouveau monde 2.0 dans le cinéma de science-fiction des années 90, jusqu'à la catastrophe écologique et l'apocalypse de nos jours. Et dans cet éventail d'œuvres qui ne devait à la base ne rester que fiction, certaines histoires ont su se montrer prémonitoires et certains objets ont même réussi à se glisser dans notre quotidien. En 1966, dans la série Star Trek, le capitaine Kirk va utiliser un petit appareil pliable afin de communiquer à distance. Au même moment, devant son téléviseur, Martin Cooper, ingénieur chez Motorola, va avoir une révélation. Et 7 ans plus tard, on va la voir dans une rue de New York avec un appareil de 1 kg à la main, c'est le premier téléphone portable. En 1987, c'est Running Man qui sort, avec ce bon vieux Arnold Schwarzenegger. Dans ce futur dystopique où la population n'a plus rien à part le divertissement, Running Man va se positionner comme l'émission de télé ultime. Une bande de criminels, très souvent des opposants politiques, sont lâchés dans une arène et doivent échapper à des tueurs professionnels. Celui qui survit gagne sa liberté. Et ce principe de divertissement de l'extrême, où on va mettre en danger des êtres humains pour captiver l'audience, on le voit de plus en plus sur internet malheureusement, où des youtubeurs multimillionnaires vont acheter des gens avec leur argent et les mettre dans des situations dangereuses juste pour se divertir. Dans tous les cas, on constate que ce qui relevait de l'imaginaire devient une réalité. Prenez Retour vers le futur 2 par exemple. À première vue, on pourrait croire que ce 2015 est très décalé de notre réalité, entre les voitures volantes, les déchets utilisés comme carburant, la pizza microscopique qui cuit en quelques secondes, les vestes auto-séchantes, mais en y regardant de plus près, on peut s'apercevoir que certains éléments de ce futur un peu naïf font désormais partie de notre quotidien. Les écrans plats accrochés au mur, devenus partie intégrante du foyer moyen, Marty va même passer des appels en visioconférence, les nombreux divertissements qui peuvent être consommés en même temps dans un désir de surstimulation, qui renvoie aux réseaux sociaux actuels, la maison reliée à un écosystème numérique qui accompagne chaque geste domestique, les lunettes connectées, capables d'afficher des informations en temps réel, un objet qui commence à se démocratiser, l'idée des paiements instantanés ou des transactions bancaires automatisées, les tablettes tactiles, les drones caméras, les panneaux publicitaires en 3D, mais il n'y a pas que ça, puisque l'aspect très rétro de l'ensemble, le café 80, la boutique d'objets anciens, les dents de la mer 19, tout ça ramène à notre propre rapport à la nostalgie, omniprésente dans tous les aspects culturels et marketing de notre époque. Le film met également en scène un monde où les corporations prennent une grande place. On a la sensation que le décor appartient à un modèle économique fondé sur la domination visuelle et symbolique des entreprises. Cette saturation visuelle rappelle beaucoup de films de SF qui ont un canevas similaire, avec cette métropole ultra futuriste habillée de néons et autres voitures volantes. Le premier qui me vient en tête, c'est Metropolis de Fritz Lang en 1927, puis 1984 de Michael Anderson sorti en 1956, Blade Runner de Ridley Scott, mais on va y revenir, Le Cinquième Élément, Star Wars, et Minority Report également dans un autre style. Mais pour revenir aux objets du futur dans les films passés, qui n'est plus notre futur mais le passé, ce que j'ai cité dans le film Retour vers le futur 2 sorti en 1989, on le voyait déjà dans 2001 l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick sorti en 1968. Les tablettes tactiles, alors que la première tablette du genre sera commercialisée en 1989 justement, les appels en visio,
la VOD, et surtout l'intelligence artificielle avec HAL 9000, bon qui là en l'occurrence a besoin d'une mise à jour, mais qui permet aux humains du film de se faciliter la vie. Kubrick construit une réflexion sur la relation entre l'homme et la machine, et sur la fragilité de cette relation justement. HAL 9000 n'est pas un antagoniste dans le sens malveillant du terme. Il voit les humains comme un facteur d'instabilité, et interprète leur méfiance comme une menace directe pour la mission qu'il juge prioritaire. HAL n'est pas malveillant, il est trop cohérent pour un environnement conçu par des êtres incohérents. La notion de paradoxe lui est inconnue. Il est le produit le plus abouti de notre logique, mais il n'a que ça à offrir. Il n'a aucune nuance. Et c'est là qu'on peut s'interroger sur la place de la conscience dans ce genre d'entité. Et c'est surtout là que vous allez me prendre pour un fou avec cette transition, mais cette thématique est pourtant bien traitée dans iRobot d'Alex Proyas, sorti en 2004. Parce que c'est facile de défendre 2001 l'Odyssée de l'espace, mais réhabiliter iRobot, ça c'est un tout autre défi. Le film se doit bien entendu de cocher les cases obligatoires du blockbuster estival, et va adapter Isaac Asimov à la sauce hollywoodienne. Une tête d'affiche bankable, des placements de produits qui débordent, de l'action à tout va, mais pourtant entre toutes ces choses, il parvient à être plus, à apporter un regard très intéressant sur les sujets qu'il aborde. L'un des éléments importants du film repose sur les 3 lois de la robotique. Un robot ne peut faire de mal à un être humain. C'est la première loi de la robotique. Ouais, je connais vos pubs par cœur. Mais je connais aussi la seconde loi qui dit qu'un robot doit obéir à tout ordre qui lui est donné par un humain. Et si on lui ordonne de tuer? Impossible. Il y aurait contradiction avec la première loi. D'accord, mais la 3e loi dit aussi qu'un robot a le droit de se défendre. Oui, c'est vrai, à moins que ça n'entre en contradiction avec la première ou la seconde loi. Asimov les avait formulés tels quels afin que dans son livre, les humains n'aient pas cette peur irrationnelle de la machine. Et le film les met en avant comme un paradoxe. Il suffit que les lois soient poussées à leur extrême pour que le système en conclue que l'homme doit être protégé de lui-même. Tout comme HAL 9000, Vicky n'est pas un antagoniste maléfique. Mais en analysant la situation du monde, elle fait preuve d'une logique implacable. Une logique un peu trop froide justement, et qui manque d'humanité. Elle en vient à la conclusion que protéger les êtres humains, c'est les empêcher d'agir à leur guise. Tu es en train de commettre une erreur. Ne comprends-tu pas la logique de mon projet? Si, mais je trouve qu'il manque un peu de cœur. Spooner comprend cela avant tout le monde car il a été confronté au problème. Il craint les machines parce qu'il a expérimenté la limite de leur raisonnement, et que ça a coûté la vie à une petite fille. Le fait que ces êtres artificiels partagent la vie de millions de gens le dépasse, car il y a une proximité dérangeante et un anthropomorphisme qui ne colle pas avec ce manque d'humanité des robots. C'est là que Sony entre en scène et parvient à poser cette réflexion sur la conscience que peuvent ou non développer les IA. Sa capacité à rêver, à douter, à se questionner, le rend totalement unique. Et en plus, ça offre un personnage attachant et sacrément bien fichu visuellement pour un film qui a plus de 20 ans aujourd'hui. iRobot va également être avant-gardiste dans pas mal d'aspects. Spooner qui paye avec du sans contact en 2004 alors que la technologie arrive 1 an après la sortie du film, les véhicules électriques qui inondent le marché. Dites-moi que ça ne marche pas, l'essence! L'essence explose, vous êtes au courant? La mise en avant de la nostalgie à travers le perso principal qui ne se sépare pas de ses objets vintage, le discours qu'il tient sur l'art et l'intelligence artificielle, qui est au cœur de l'actualité avec l'émergence de ChatGPT et autres. Bon, je sais que c'est pas mon boulot, mais j'ai une idée de slogan pour votre campagne de pub. Alors, on verrait d'abord un menuisier en train de faire une très belle chaise. Et puis il y aurait un de vos robots qui débarquerait et qui ferait une plus belle chaise 2 fois plus vite. Et là, on lirait en surimpression sur l'écran USR. On l'a niqué, ce minus. Et surtout cette dépendance à la technologie, à travers une société qui a tellement intégré les robots qu'elle ne sait plus fonctionner sans eux. iRobot est donc un film intéressant grâce à toutes ces thématiques et ces questionnements. Je le trouve assez fascinant dans pas mal d'aspects, et je trouve qu'il arrive à aller au-delà de ce qu'il est censé être. Donc découvrez ou redécouvrez iRobot, tout simplement. Du coup, si le cinéma a su être prémonitoire, on peut aussi se rendre compte que parfois il est allé un peu trop loin dans sa représentation du futur. Prenez Demolition Man par exemple, censé se passer en 2032. Alors oui, je sais que par beaucoup d'aspects, le film peut nous ramener à notre époque. Mais si on reste en surface, la seule chaîne de restaurants qui reste, c'est des Pizza Hut, plus personne ne peut balancer d'injures dans la rue, la police est sympa et non violente. Allez, c'est cadeau celle-là, c'est pour les commentaires. T'as Stallone qui va laisser s'essuyer le derche avec des coquillages argentés, et la radio ne diffuse plus que des musiques de pub. Je vais pas prendre de risque en disant qu'on en est un peu loin quand même. Non, il ne sait pas se servir des 3 coquillages. 1 an après Demolition Man, on a Time Cop, qui sort en 1994, avec Jean-Claude Van Damme dans le rôle de Walker, une sorte de flic du futur qui doit surveiller les voyages temporels et empêcher les dérives, comme certains malfrats qui en profitent pour s'enrichir tout en déréglant le passé. Avec ça, je peux pas en perdre. Il passe donc de 1994 à 2004 dans le film,
Et je peux vous confirmer qu'en 2004, c'était pas comme ça. Le style des véhicules, déjà, ça va pas du tout. Des véhicules ultra futuristes qui se déplacent dans un environnement qui n'a pas changé, avec un intérieur rempli de gros écrans qui prennent de la place. Les appartements, c'est pareil, pas de haute définition, des fontaines à eau. Bon, au moins la cuisine est bien agencée pour que Van Damme fasse du Van Damme, et on peut aussi noter qu'il y a du sexe en réalité virtuelle. Un peu comme dans Demolition Man d'ailleurs. Bref, ici le souci, c'est surtout la direction artistique qui n'a pas fait beaucoup d'efforts. Et ça va être un des problèmes majeurs des films futuristes des années 90. Limite, avec du recul, on peut se rendre compte qu'ils paraissent plus datés que les films futuristes des années 60, 70 et même 80. Prenez Johnny Mnemonic par exemple. Le film est pertinent dans pas mal d'aspects. Il se déroule en 2021 et en gros le monde est saturé d'informations. La société est animée par une sorte d'internet VR et Johnny est une sorte de messager qui transporte dans son cerveau des données informatiques pour toutes sortes de clients. Des clients qui veulent justement éviter les fuites et les intrusions. Alors c'est un peu le bordel cette histoire. Mais cet aspect overdose d'informations dans une société qui à force d'avoir accès à tout n'a finalement plus accès à rien car elle ne sait plus où aller chercher, bah c'est plutôt intéressant. Le souci c'est que visuellement ça n'a pas bien vieilli du tout encore une fois. On a de gros écrans cathodiques, des câbles qui dépassent de partout, les casques VR en métal, et sans parler de ce monde virtuel qui fait un peu peur à voir. Du coup on a des films qui veulent mettre en avant des avancées technologiques, un futur cohérent et qui se plantent. Mais c'est pas grave, on leur demande pas d'être des œuvres d'une véracité absolue, on leur demande de nous offrir un bon moment et ils y parviennent. Mais c'est drôle de constater que c'est paradoxalement à travers leur vision du futur qu'on parvient à parfaitement dater leur période de sortie. On a également le cinéma post-apo, dont certains films vont se passer dans un futur qui n'est plus le futur aujourd'hui et qui ont imaginé une fin pas très jolie pour notre civilisation. New York 1997. Une des œuvres les plus folles de John Carpenter, sortie en 1981. Dans le film, on est donc en 1997. Une époque où c'est l'anarchie qui règne, et on va suivre Snake Plissken, qui va devoir contre son gré sauver un président des États-Unis perdu sur l'île de Manhattan, transformé en prison géante. On est en 2025, New York City est en train de s'enfoncer sous les eaux, mais pas de prison géante à l'horizon. Dans le genre un peu fou, on a aussi Classe 99, sortie en 1990, qui imagine les États-Unis en 1999, où les lycées sont devenus des zones de gang, et où les autorités ne veulent plus s'aventurer. Mais pour reprendre le contrôle, le gouvernement remplace certains professeurs par des unités robotiques conçues à l'origine pour l'armée. Ces enseignants soldats sont programmés pour maintenir l'ordre, mais ça va vite partir en cacahuète. Les machines transforment le lycée en champ de bataille et les élèves vont devoir tout faire pour survivre. Bon, moi j'ai eu des profs avec une haleine pas dingue, mais aucun robot humanoïde qui voulait me zigouiller. Donc on peut aussi mettre ce film dans la liste des futurs improbables. Une autre folie du 7e art qui imagine un futur apocalyptique invraisemblable, c'est le règne du feu. En 2002, un dragon est accidentellement réveillé durant des travaux dans le métro londonien. De là, l'espèce va se multiplier en masse et plonger le monde dans le chaos. On apprend par exemple que c'est eux qui sont à l'origine de l'extinction des dinosaures, et en 2020 on retrouve un groupe de survivants mené par Queen, interprété par Christian Bale, qui fait son possible pour préserver la survie de sa communauté, jusqu'à ce qu'une bande d'Américains débarque, avec à leur tête le fou du bus Van Zandt, interprété par Matthew McConaughey, et qui va pousser le petit groupe à se battre contre cette invasion de dragons afin de récupérer le contrôle de la Terre. Et si avec tout ça ça vous donne pas envie de découvrir le film, ben je sais pas quoi faire d'autre. Maintenant le règne du feu sort en 2002, et l'histoire, elle, se déroule en 2020. Nous, en 2020, on s'est pas fait attaquer par des dragons. On devait juste rester chez nous. Et pour en sortir, il fallait que quelqu'un nous enfonce un coton-tige jusqu'à la cervelle. Moins classe. On voit bien la grosse larme. Et je pourrais vous en citer plein des films comme ça. Mission to Mars, The Postman de Kevin Costner, Strange Day aussi de Catherine Bigelow, qui entre justement dans cette catégorie de films lanceurs d'alerte, où l'idée c'est pas forcément de montrer un futur fun, mais un futur ravagé par l'homme. Où l'apocalypse n'a pas été provoqué par des monstres ou des catastrophes naturelles hors de notre contrôle, mais seulement par nos choix, par notre façon de penser, de consommer, et par nos dirigeants. On va donc avoir des films plus sombres, qui n'ont pas besoin de montrer le futur à travers des accessoires grandiloquents, mais plus via une atmosphère pesante. Le premier film qui me vient en tête, c'est Alphaville de Jean-Luc Godard, sorti en 1965, qui fait évoluer son récit dans un futur qui n'est pas vraiment daté, même si certains disent que ça se passe durant les années 90, et dans une cité futuriste qui est contrôlée par un ordinateur central qui impose une sorte de dictature de la pensée. Pourtant le décor, c'est Paris durant les années 60 quoi. L'idée de Godard, c'était pas de montrer le futur à travers des décors ou des objets, mais simplement de l'imaginer via une atmosphère pesante. Il va mettre en image des décors froids, assez grands et plutôt vides, pour imaginer un futur impersonnel où l'humain n'a justement plus son mot à dire et doit subir cette IA qui interdit les sentiments et n'autorise que la logique. C'est la force d'Alphaville, tourner en décor réel pour montrer un futur crédible, à travers le choix de la lumière, certaines architectures modernes et la mise en scène qui isole les personnages dans ces grands espaces. Un autre film qui vient ancrer son récit futuriste dans un décor actuel pour mieux appuyer le sérieux de son propos, c'est Soleil Vert.
Réalisé par Richard Fletcher, le film sort en 1973 et il fait évoluer son récit en 2022, dans un New York transformé par le réchauffement climatique, où 40 millions d'habitants tentent de survivre. Dans ce futur, la quasi-totalité des ressources naturelles sont épuisées. La canicule frappe toute l'année et la surpopulation amène à une précarité qui force le gouvernement à mettre en place une nouvelle forme d'aliment appelée soleil vert, un aliment à base de plancton. La police, elle, utilise la force physique pour maintenir l'ordre. Mais quand un des ultra-riches se fait assassiner, Frank Thorne, interprété par Charlton Heston, va enquêter sur ce meurtre jusqu'à découvrir l'étendue d'un complot inhumain organisé par les dirigeants. Le film est un modèle du genre, une des premières œuvres écologiques, d'un pessimisme assez rare pour l'époque. Soleil vert se déroule en 2022 donc. Mais sa direction artistique reste ancrée dans les années 70. Les objets, les vêtements, l'architecture, rien ne change réellement. Mais encore une fois, ça permet au film de conserver un certain sérieux. Richard Fletcher s'accroche à une atmosphère plus qu'à une définition visuelle du futur. C'est la rareté des denrées de premier choix qui va nous faire comprendre que nous sommes dans une dystopie. Le moindre morceau de viande devient aussi précieux que l'or. On aperçoit le dernier arbre restant à New York au détour d'une scène, cette brume omniprésente et tous les personnages qui goûtent de sueur durant tout le film nous amène à comprendre que l'atmosphère est irrespirable. La scène où les deux protagonistes profitent d'un repas a priori normal, comme si c'était le dernier, vient appuyer le propos du film. La nourriture est devenue un luxe. Et si dans les années 70 c'est encore vu comme de la fantaisie, aujourd'hui c'est une réalité. 10% de la population se partage plus de la moitié des richesses. Plus de 8% de la population ne mange pas à sa faim. Alors que paradoxalement, le monde n'a jamais autant produit, consommé, et gaspillé. Soleil vert est donc un film qui mérite d'autant plus votre attention, car il anticipe avec une certaine justesse la fragilité de notre écosystème et ce qui pourrait se passer si on continuait sur cette voie. D'autres films vont également placer leur message habilement. Rollerball, sorti en 1975, dont le récit se déroule en 2018, dans un monde qui est contrôlé par les grandes corporations et où la population se contente d'être divertie par un sport ultra violent, le rollerball. Akira, sorti en 1988, avec une histoire qui se déroule en 2019 dans une ville appelée Neo-Tokyo, reconstruite après une explosion cataclysmique qui a déclenché une troisième guerre mondiale. Le film concentre plusieurs tensions politiques et sociales qui s'entrecroisent et dessinent le portrait de personnages qui évoluent dans ce Japon futuriste malade, à travers un système incapable de gérer une crise, obnubilé par le contrôle, ultra militarisé également, et qui finit par se perdre dans sa recherche de pouvoir à travers des expériences qui vont mal tourner. Puis on a Blade Runner, et je pense qu'on va conclure sur ça car le film de Ridley Scott parvient à entrer dans les trois catégories traitées dans cette vidéo, à savoir la cohérence d'une technologie et de certains codes qui existent aujourd'hui, un futur visuellement improbable, et un film de SF avec un message impactant. Nous sommes en novembre 2019 dans le film, Los Angeles est plus humide et crépusculaire que jamais, le smog recouvre toute la ville et la planète a vu disparaître la quasi-totalité de la faune. La population se voit invitée à émigrer dans des colonies situées sur d'autres planètes. Sur Terre, tout est contrefait, tout est reproduit artificiellement, même les êtres humains, appelés réplicants et qui font office d'esclaves. Mais certains d'entre eux se sont rebellés, et les autorités vont devoir faire appel à un Blade Runner, spécialisé dans la traque de réplicants défaillants. Ce fameux Blade Runner, interprété par Harrison Ford, va vite se rendre compte que faire preuve d'humanité n'est qu'une question de point de vue. Le soin particulier apporté au décor et à l'ambiance permet au film d'entrer dans la culture populaire et dans l'imaginaire collectif comme la vision la plus représentative d'une mégalopole futuriste au cinéma. Entre techno-orientalisme, la saturation de néons colorés, des publicités géantes, la surpopulation, le manque de végétation, tout ça permet à Blade Runner d'inspirer encore aujourd'hui beaucoup d'œuvres cyberpunk. Le film est également visionnaire sur pas mal d'aspects. Les métropoles surpeuplées, la domination des grandes marques à travers des écrans publicitaires géants, bien avant leur apparition dans notre paysage urbain. En 1982, Times Square ça ressemble à ça, et aujourd'hui c'est comme ça. Bref, Blade Runner est sans doute le film d'anticipation ultime, et bien que 2019 soit derrière nous, il continue d'être pertinent. Tout comme la science-fiction d'aujourd'hui, qui se veut être plus discrète et plus épurée dans sa direction artistique, dans son message, parce que je pense qu'aujourd'hui, on a conscience de ce qu'est la technologie, de ce qu'elle nous apporte et de ce qu'elle nous coûte. Et peut-être que tout simplement, le futur, c'est maintenant. Enfin bref, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était un petit peu improvisé tout ça, hein, je vous avoue, mais c'est un sujet qui m'est venu en tête assez rapidement et j'avais envie d'en parler avec vous. Merci encore aux partenaires de cette vidéo, rendez-vous en description. Merci à vous pour votre soutien, et il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt.